Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Twitch de Sciences et Avenir. Ce soir, on va parler de l'océan et surtout de ses fonds. Ce live, c'est en partenariat avec Sorbonne Université et avec deux invités, Olivier Adam qui se situe avec nous et François Lallier qui se trouve à Nice. Je vais vous présenter dans quelques instants. Merci aussi à Alice Carlier qui s'occupe de la technique qui est juste à côté de nous. Je profite du fait que les gens arrivent pour présenter un peu Sciences et Avenir. C'est d'abord un magazine mensuel, un hors-série et un site web avec de l'actualité chaque jour, de l'actualité scientifique, chaque jour sous forme d'articles et de vidéos. Et enfin, il y a un book trimestriel, La Recherche, qui est plus spécialisé, mais qui est tout aussi passionnant. J'en reparlerai si on a le temps à la fin du live pour présenter un peu plus les dossiers qu'il y a. Sciences et Avenir, du coup, Science Society aussi, c'est une chaîne Twitch sur laquelle on se trouve. Comme je disais, ce soir, on va se concentrer sur l'océan et ses grands fonds. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, c'est l'UNOC qui démarre à partir de 6 juin. C'est une conférence des Nations Unies sur l'océan, sous l'égide de l'ONU, qui vise à mobiliser tous les acteurs, États, ONG, scientifiques, pour préserver les océans et garantir leur utilisation durable. Et juste avant, il y a aussi le One Ocean Science Congress, en amont, qui regroupe plutôt des scientifiques, justement, pour fournir au gouvernement et aux chefs d'État un aperçu scientifique sur la situation. Et donc, François Lallier, toi, tu es à Nice, et tu es spécialiste de la biodiversité des fonds marins. On va y revenir durant le live du UNOC, du One Ocean Congress où tu es, ce que tu vas faire là-bas. Et donc, je suis aussi en compagnie avec Olivier Adam. Tu es bioacousticien, spécialiste des cétacés, notamment de l'impact de la pollution sonore engendrée par l'humain. Tous deux, vous êtes chercheurs à Sorbonne Université. Je vous laisse enfin la parole. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots un peu plus? Bonjour à tous. Écoute, moi je suis prof à Sorbonne Université. Alors plutôt sur le côté ingénierie, Mhm. c'est-à-dire traitement du signal, acoustique, intelligence artificielle. Et l'idée, c'est de collecter le maximum de données des océans et après de les traiter pour savoir ce qu'on peut en déduire. Et moi, je me focalise plutôt sur les cétacés. Déjà parce que j'adore les cétacés, mais sans faire de spécisme, Mhm. c'est aussi des bons. On peut faire des belles observations pour savoir quel est l'impact des activités humaines sur eux directement. Déjà parce qu'on a une empathie naturelle, et puis en même temps, c'est parce qu'ils sont à la surface, ils sont proches des Mhm. côtes. Donc en fait, ils ont pas mal de critères qui fait qu'en les observant, on peut savoir si nos activités ont un gros impact ou pas. Je le pr- Ok. Et si vous voulez regarder un peu le public, vous pouvez regarder en direction de la caméra et pas Alice Ah, qui c'est est ça, derrière. d'accord. Après, vous pouvez toujours regarder Alice, Mais il n'y je a pas voulais de te souci. regarder, mais dans ce cas-là, bon, ok. Non, c'est pour que c'est une forme de Ok, ok, je discussion. regarde le public. Et donc, je donne la parole à François Lallier. Est-ce que tu veux un peu plus te présenter? Oui, donc moi je suis professeur aussi donc à Sorbonne Université en biologie, mais je travaille surtout à la station biologique de Roscoff, qui dépend de Sorbonne Université. Et puis ces dernières années, je me suis pas mal occupé du réseau des universités marines. Et à ce titre-là, donc c'est à la fois en tant que scientifique et aussi en tant qu'organisateur, coordinateur du réseau d'universités marines, que je suis à Nice là, pour le congrès scientifique d'une part et un petit peu pour l'UNOC derrière. On a plusieurs événements qui vont démarrer demain matin de bonne heure. Ok. Alors, je reprends un peu la parole. Du coup, ce live, il est concentré sur les grands fonds, les grands fonds marins, le fond des océans. On n'a pas manqué d'en parler ces dernières semaines, du deep sea mining. Fin avril, Donald Trump a signé un décret pour des permis d'exploitation minière dans des eaux nationales, mais aussi internationales, ce qui est illégal pour l'instant dans le droit international. Et fin mai, une compagnie chinoise, China Main Metals, a été autorisée à faire des tests sur une zone dans le Pacifique. Et donc, pour savoir pourquoi ça suscite autant d'intérêt, il faudrait d'abord savoir ce que sont ces grands fonds marins. Et là, donc, je me tourne vers François Lallier pour savoir un peu ce que sont ces grands fonds marins. Tu nous as présenté une petite présentation. Voilà, je vais essayer de définir effectivement ce qu'on entend par grand fond marin. Alors, je pense que là, la première diapo, là, tout le monde sait à peu près ce chiffre-là, que la planète Terre est très mal nommée et qu'elle est recouverte à 71% par l'océan. 361 millions de kilomètres carrés, ça fait beaucoup. Alors qu'on ne le voit pas trop quand on est sur une vision atlantique des choses, mais je vous ai mis donc derrière une vision côté Pacifique.
Ou avec Google Earth, on peut s'amuser à faire bouger donc la sphère pour pratiquement plus voir de terre. On a un petit bout d'Australie à gauche et un tout petit bout d'Amérique en haut à droite. Quelques îles qui à cette échelle-là, on ne voit pas. Mais surtout, donc l'océan, il est profond. Alors, la profondeur moyenne, c'est 3800 mètres, comparé à 800 mètres pour l'altitude moyenne des continents. Donc, c'est assez considérable. Et donc, ça, on peut le voir encore mieux quand on fait un histogramme. Alors, je vais vous dire, l'océan profond, pour le caractériser très rapidement, j'ai paraphrasé Théodore Monod, donc en disant, il fait noir, il fait froid, il y fait lourd et il y fait fin. Alors, il est profond. Qui est Théodore Monod? Théodore Monod, un célèbre scientifique qui a écrit notamment donc un bouquin qui s'appelle Batifolage, où il décrivait donc en 1950 ce qu'on connaissait des grands fonds. Et donc la profondeur moyenne, 3800 mètres, vous voyez, un histogramme, c'est peut-être un graphique un peu compliqué, mais on le voit quand même très bien ici que les deux plus grosses barres, c'est entre 2000 et 6000 mètres. Là, il y a 83% des océans sont dans ces profondeurs-là. Si on rajoute ce qui est en dessous de 1000 mètres ou en dessous de 200 mètres, on arrive très rapidement à un chiffre à retenir, c'est 90% de l'océan est profond. La petite couche en surface… Et l'endroit le plus profond? Alors, l'endroit le plus profond, oui, il y a des fosses en dessous, et ça va à 10 800 mètres, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, la petite barre au-dessous des 6000 mètres, c'est 1% des océans. Donc, les fosses, ce n'est pas grand-chose. L'essentiel, c'est entre 2000 et 6000 mètres. Alors, j'ai marqué il y fait noir. Alors, il y fait noir, pourquoi? Parce que la lumière ne pénètre pas dans l'eau, ou très peu. Donc, elle va pénétrer juste à la surface. Donc, ce qu'on appelle la couche euphotique, le photon, donc là où pénètrent donc les photons, c'est cette petite couche donc, de 200 mètres quand l'eau est claire. Hein. Quand l'eau est un peu trouble, c'est beaucoup moins que ça encore. Et donc, la lumière ne va pas descendre en dessous. Si la lumière ne descend pas en dessous, les satellites ne voient rien. Ils peuvent pénétrer qu'une petite couche à la surface de l'océan. Donc, je vous ai mis des petits chiffres là, ici. Donc, il reste un chouïa de lumière à 200 mètres et plus rien du tout à 1000 mètres. Et ça, c'est les deux profondeurs qui définissent les grands fonds. Au-delà de 200 mètres, pour la plupart des gens, au-delà de 1000 mètres pour certains, si on considère qu'on a, je vous ai marqué ça sur la diapo, la couche crépusculaire, le Twilight Zone, où donc, on a une disparition complète de la lumière après. Alors, il y fait froid. Oui, il y fait froid. La température moyenne est de 3,7 degrés, mais par contre, elle varie relativement peu. C'est-à-dire qu'à la surface, certainement, donc, on va de -2 quand on est côté pôle à 30 degrés, mais à 1000 mètres de profondeur, c'est entre 1 et 10 degrés. Parce qu'il n'y a pas de courant océanique en fait, qui traverse. C'est les propriétés de l'eau aussi qui conservent la chaleur et qui la propagent. Et comparé donc, à l'atmosphère et au continent, où les variations sont de l'ordre de 100 degrés, de -60 en Antarctique à +50 dans les déserts, etc. Donc, il fait froid, mais c'est relativement tempéré. D'accord? Alors, le suivant, c'est il y fait lourd. Alors, il y fait lourd, oui, parce qu'il y a la pression de l'eau qui est très importante. Hein, donc, c'est une atmosphère tous les 10 mètres. Ceux qui font de la plongée savent ça très, très bien. Et donc, à la profondeur moyenne, on a 380 atmosphères. Pour la plupart des organismes qui n'ont pas de volume gazeux à l'intérieur d'eux-mêmes, ce n'est pas très grave. Ça a des propriétés un peu gênantes pour les membranes lipidiques, choses comme ça. Par contre, pour des mammifères, donc, Olivier va pouvoir sûrement en parler, pour des mammifères comme nous ou comme les baleines, ça va être un problème, donc, la pression. Mais ils vont jusqu'où, en fait, les mammifères? Eh bien, il y a 90 espèces de cétacés, mais les grands plongeurs, c'est les odontoncètes, c'est-à-dire les cétacés qui ont des dents. Et les records, c'est à 3400, 3500 mètres pour des baleines à bec. On sait ça depuis très récemment, parce qu'on commence à poser des tags, c'est là qu'on pose des systèmes électroniques directement sur le dos des cétacés, quoi, de certains individus. Et sur les tags, les ingénieurs ne peuvent pas s'empêcher de mettre plein de capteurs, même si on ne leur demande pas. Par exemple, par défaut, on a les capteurs de température, alors qu'en fait, la température, ce n'était pas notre première motivation. Nous, on voulait savoir ce qu'elle faisait, c'est-à-dire où elle se déplaçait, tu vois. Mais bon, on a le capteur de température quand même. Et puis, on a le capteur de pression, et le capteur de pression nous donne la profondeur. Et donc, en posant, par exemple, je dis ça parce que je trouve que c'est juste énorme,
on a posé, pas moi, mais l'équipe de Claire Garrigue, Nouvelle-Calédonie, a posé un système, on appelle ça un module électronique sur une baleine à bosse, et elle est descendue à 600 mètres de Ouf. profondeur. Alors que moi, pendant 20 ans, j'ai répété que les baleines à bosse, c'était des cétacés de surface, tu Mm. vois ce que je veux dire. Bon, on ne sait pas ce qu'elle est allée faire à 600 mètres de profondeur, parce qu'on n'en a aucune idée. Elle a peut-être perdu ses clés, tu vois, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle descend profond. Et le record, c'est cachalot, 2000, 1500 mètres, 2000 mètres, et baleine à bec, 3000, 3500 mètres. D'accord. Il y a une question dans le chat aussi. Je permets de la mettre. Bien sûr. Que la salinité change dans les profondeurs. Alors, elle ne change pas en fonction de la profondeur. Elle va changer en fonction des courants qui vont se superposer à différentes profondeurs. Et donc, si l'eau est très salée, elle va être un peu plus dense. Donc, une eau froide et salée très dense va couler et va pouvoir arriver en profondeur. Mais elle ne change pas forcément donc, avec la profondeur. Et merci Rocky Racer, j'ai oublié de vous remercier, pardon. Par contre, la célérité du son, c'est-à-dire la vitesse de propagation du son, elle va changer. Parce Avec la que salinité ça va et la dépendre de, température. voilà, ça dépend de la température, de la salinité et de la pression. Et donc, du coup, bah, plus c'est profond, plus le son va se déplacer vite. D'accord. Ok, j'aurais pensé l'inverse, je sais pas pourquoi. J'ai pas l'esprit logique après. Donc, pour revenir sur la salinité, si on descend donc dans la colonne d'eau, comme ça, on va avoir des moments où la salinité augmente, puis elle diminue, puis elle réaugmente, etc. Ce n'est pas un lien direct avec la profondeur. Et donc, on en était là. Donc, le dernier point, là, c'était il y fait faim. Et ça, je pense que c'est un des critères les plus importants qui caractérisent les grands fonds. C'est que l'essentiel de la nourriture, elle provient de la surface par la photosynthèse. Donc, comme l'herbe qui pousse sur nos continents, il y a du phytoplancton qui pousse avec la lumière du soleil. Il y a tout un réseau trophique, une chaîne alimentaire qui se fait donc, dans cette couche de surface. Et puis, il y a des choses qui vont quand même couler, mais au fur et à mesure que ça coule, c'est consommé. Et donc, plus on est profond, moins il en reste. Et donc, quand on arrive à 4000 mètres, il ne reste pas grand-chose à manger. Donc, ça va être le plus important. Alors, pendant très longtemps jusqu'à la fin du 19e siècle, on va dire, on a pensé qu'effectivement, les grands fonds, il n'y avait rien qui vivait là-dedans. Maintenant, on sait que, en fait, donc, la biosphère, ça comprend tout cet ensemble de l'océan, donc très profond. Ça forme un habitat gigantesque et il est entièrement habité, c'est-à-dire qu'il y a de la vie jusqu'au plus profond, y compris dans les fosses, les petites fosses à 10 000 mètres. Donc ça, c'est très important de retenir ça. Il y a de la vie partout. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que quand on voit une carte comme celle-là, on a l'impression qu'on connaît pas mal la géographie, la topographie du fond des océans. Là, on voit des zones un peu plus foncées, un peu plus claires. Le plus clair, c'est moins profond. Le plus foncé, c'est plus profond, etc. Ça, c'est des cartes en fait qui sont un peu trompeuses parce qu'elles sont obtenues par des satellites. Et je vous ai dit, les satellites, ils voient que la couche de surface. En fait, ils mesurent la surface de l'eau. Et l'idée, c'est que quand il y a un mont sous-marin en dessous, ça va déformer un petit peu la surface. Donc, c'est une mesure indirecte de la profondeur. Pour l'instant, on avait donc 80% de cette carte-là, c'est obtenu par des mesures indirectes. Pour avoir une mesure directe, on utilise du son, donc des sondeurs acoustiques, des sondeurs multifaisceaux. Et donc ça, c'est la carte que vous avez là, c'est ce qu'on connaissait en 2014. Il y avait moins de 5% qui avaient été mesurés directement, la profondeur des océans mesurée directement. Alors, il y a un gros programme qui s'appelle CIBED 2030, là, et qui, donc en une dizaine d'années, on est passé de 5% à 25%. Je vous le fais passer à 25%, là. Voilà. Vous voyez que les zones un petit peu plus claires, ça commence à devenir. Mais on n'est qu'à 25%, donc il y a les 3/4 des océans qui n'ont pas... Très proche des côtes, quoi. Qui n'ont pas été mesurés. Alors, il y a très proche des côtes, et puis il y a toutes les lignes des transports maritimes aussi, les plus importantes qui sont là. Mais il reste énormément de zones où on n'a pas de mesure directe de la profondeur. D'accord. Ce qui est encore pire, donc ça c'est juste la mesure de la profondeur. Mais les endroits où on a des images du fond, donc obtenues avec des submersibles habités ou pas habités, ça, c'est encore beaucoup moins. Et cette étude toute récente là, a essayé de compiler toutes les données qu'on avait sur 44 000 plongées qui ont été faites par 5 pays, États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande, France et Allemagne, parce qu'il faut avoir ces moyens-là pour descendre à des grandes profondeurs.
eh ben, on a des images, donc on a observé le fond de l'océan de 0,001% du fond de l'océan. En gros, ça C'est vraiment un correspond petit chiffre. à 10% de la Belgique. Donc, en gros, on ne connaît pas grand-chose du fond de l'océan. Alors, même à l'aveugle, on a pu faire des prélèvements, donc on fait des coups de drague, on fait des coups de filet, on fait des sondages, etc. Donc, on arrive... Des coups de quoi? Des coups de drague, des coups de benne pour ramasser ce qu'il y a au fond. Ah. Voilà. Et donc là, on sait que l'océan, le fond de l'océan, il est très varié. C'est-à-dire que effectivement, on a des plaines, on a des collines, on a des montagnes, on a des canyons, on a tout ça. Donc c'est en anglais là, mais bon, on comprend bien, donc des vallées, etc. Alors ce qui est connu depuis assez longtemps, par exemple, ce sont les dorsales. Donc on voit très bien là, sur cette carte la dorsale atlantique là, qui parcourt tout l'Atlantique, qui est une chaîne de montagnes. Et cette chaîne de montagnes, elle se continue dans le Pacifique et dans l'Indien quand on passe dans l'Atlantique Sud. Mais donc, c'est pas vraiment un habitat, l'océan profond, c'est des centaines d'habitats différents parce que à chacun de ces paysages, on va dire, va correspondre à un écosystème différent. Et donc, d'ailleurs, la façon de voir le fond des océans, ce n'est pas une morne plaine abyssale remplie de vases, c'est plein de paysages différents et à chaque paysage correspond à un écosystème. Et donc, toute notre compréhension de l'écologie des grands fonds change depuis, allez, on va dire depuis les années 80 à peu près. À partir du moment où on a envoyé des caméras filmer ce qu'il y avait sur les grands fonds, c'est surtout ça là, qui a fait le déclic, parce qu'avant on pensait qu'il n'y avait rien, et à partir du moment où on a eu des images, on s'est aperçu qu'il y avait... On faisait des petits coups de sonde. Donc, on faisait un petit coup de sonde. Là, on avait de la masse. Tiens, là, on a du caillou. Tiens, voilà. Mais c'est des petits coups de sonde à l'aveugle. Et donc, il a fallu attendre effectivement les années 70 et des engins sous-marins capables d'aller prendre des images pour se rendre compte. Une question dans le chat pour savoir quelles sont les espèces qui peuplent les fonds des océans, alors que justement, on les connaît si peu. Une question de Roulis, merci. Alors, quelles espèces justement, donc ces campagnes, même à l'aveugle, on a réussi à remonter, et ça date de 1872, la campagne du Challenger avait déjà réussi à remonter des organismes de profondeur de 6000 mètres, ça. Et donc, on s'était rendu compte à ce moment-là qu'effectivement, il y avait de la vie jusqu'au fond. Et il y a de la vie... J'ai préparé d'ailleurs quelques petites images, je ne sais pas si Alice, tu peux éventuellement les mettre. Quelques images. Alors, il y a de la vie qui est parfois très surprenante, donc c'est des poissons donc avec des leurres qu'on voit au milieu, là, ici, mais parfois, donc classique, là à gauche, vous avez des crevettes. Bon. Tout le monde reconnaît une crevette, là, mais c'est une espèce particulière qui ne vit que autour de certains habitats, les sources hydrothermales profondes, par exemple. Donc, on a des choses qui ont une allure classique, mais qui sont des espèces différentes, adaptées aux grands fonds et adaptées à des environnements très particuliers des grands fonds, donc tous les écosystèmes qu'on connaît très très peu. Donc, il y a aussi une autre image où on voyait vraiment les spécificités, notamment, je crois, je ne sais plus le terme, bioluminescence notamment. Oui. Donc, celle-là, il y a un petit délai, donc je ne vois pas forcément ce qui est mis, mais c'était une image noire avec plein de poissons différents. Merci beaucoup. C'est celle-là? C'est sur cette image-là? Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Donc oui, là, on voit des formes différentes, mais bon, on reconnaît quand même des poissons, on reconnaît des céphalopodes, là, des calmars, comme ça. Alors, la diversité des calmars en zone profonde est gigantesque. Ils vivent surtout dans les grands fonds. Et alors, la bioluminescence, ça peut servir effectivement à certains animaux, pas à tous. Il y en a qui s'en passent complètement. D'autres qui s'en servent soit pour attirer les autres, soit pour se cacher, au contraire, en faisant de la contre-illumination, soit pour se reconnaître au sein de la même espèce. Hein. Alors, ce que j'ai pas dit, il y a de la vie partout, mais plus on descend, moins elle est abondante. Elle est diverse, mais elle n'est pas abondante. Parce qu'il n'y a pas assez à manger.
Oui, c'est ça. Et notamment, il y a un Oui. écosystème assez particulier qui sont les sources hydrothermales, il me semble. Alors, c'est celui-là auquel C'est Olivier l'autre, faisait effectivement, allusion là, oui, quand on est descendu. qui sont des, Ouais, des- des c'est écosystèmes très particuliers. 1977 où on a eu les premières images de ces fumeurs noirs, donc des sources hydrothermales. Alors ça, c'est des geysers au fond de la mer. Donc c'est de l'eau qui pénètre dans la croûte terrestre, qui va se réchauffer, se transformer et ressortir sous forme de geyser, tout ça. Et donc ça fait un point chaud. Et surtout, en plus du point chaud, il y a des bactéries qui s'adaptent à ce milieu-là et qui vont fabriquer de la matière à manger. Elles ne le font pas avec de la lumière, puisque là, on est très, très loin on ne fait pas de photosynthèse, mais certaines bactéries font de la chimiosynthèse, et donc sont capables de faire à manger sans la lumière du soleil. Et à partir de là, à partir du moment où il y a à manger, il y a plein d'espèces qui sont venues, qui se sont adaptées à ce milieu très particulier. Alors, c'est particulier, notamment parce que le fluide qui sort, là, il n'y a pas d'oxygène, il y a plein de métaux lourds. Donc, n'importe quelle espèce ne peut pas s'approcher de ces sources hydrothermales. Il n'y a que quelques-unes qui sont adaptées à ça. Et qui vont manger les bactéries chimiosynthétiques, etc. Et donc, on a découvert des espèces d'oasis de vie là, en 77, et les images c'était une révolution. Parce que là, la vie va du coup être abondante parce qu'il y a à manger. Oui. Il y avait aussi un autre lieu où je crois il y avait pas mal de choses à manger, c'est les carcasses de baleines. J'étais tombée dessus un peu par hasard durant mes Effectivement, recherches. quand une baleine ou de gros animaux autres, requins, ça marche aussi, hein, coule et tombe au fond, oui, c'est cette image-là, ça va faire une grosse quantité de nourriture. Alors, c'est très surprenant parce que la vie est peu abondante, mais elle est capable de venir de très très loin. Et donc, on va avoir en premier, ça c'est une phase ultérieure, mais la première phase, ça va être de bouffer tous les muscles. Et donc là, il y a plein de poissons, de crustacés, d'annélides, etc., qui vont fondre sur la carcasse et la dépouiller de tous les muscles en l'espace de quelques mois, pas plus. Et après, il y a le squelette qui va Ah oui, rester c'est très plus peu. longtemps. Et le squelette, à l'intérieur du squelette, il y a des lipides qui vont générer un autre écosystème qui, lui, va durer beaucoup plus longtemps, des dizaines d'années. Donc, on a toute une espèce de dynamique d'écosystème autour de ces carcasses. Mais si vous me laissez parler, hein, j'en ai pour plus de 10 minutes. Hein. Et là, n'hésitez pas à poser des questions qui vous intéressent, je vais arriver. Je ne sais pas si Olivier, tu as quelque chose à rajouter ou à poser éventuellement sur comme les question. carcasses de raison pour les tuer. Hein. Comment? Pour les carcasses de baleines, ce n'est pas une raison pour les tuer. Oui, alors, bien sûr. Alors. Ah mince. Oui, excusez-moi, je rebondissais par rapport à Olivier Adam, mais... Alors, je passe à la suivante. Alors, celle-là, elle est compliquée. Je ne vais pas la commenter complètement, mais c'est quelque chose qui est sorti par l'European Marine Board qui a publié ça cette année. Donc, sur le site de European Marine Board, vous pouvez la trouver, et qui a essayé de faire un inventaire de tout ce qu'on savait et surtout de tout ce qu'on ne savait pas sur les grands fonds. Qu'est-ce qu'il faudrait, dans quelle direction il faudrait aller chercher. Et ils ont fait aussi un état des lieux sur tout le changement climatique dont on parle beaucoup à la surface et sur les continents. Il affecte aussi les océans, diminution de pH, diminution de l'oxygène, le CO2 plus ou moins 1, et donc le réchauffement global. Et ça va affecter les courants qui sont en surface et donc aussi la circulation profonde et ce qui va être amené au fond. Et évidemment, il y a l'action de l'homme par la pêche, par les puits pétroliers et puis donc les ressources minières, on peut parler. Et en haut à gauche, là, vous avez aussi les institutions et les conventions qui régissent justement toutes ces différentes zones de l'océan. Donc, vous voyez, alors, je ne vais pas les détailler, mais il y en a plein. Et donc, c'est ça qui est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement qui régule quoi dans les activités qui se passent en mer. Alors, il y a une commission pour les baleines, mais il y a aussi une commission pour ce qui se passe au fond. Puis, il y a une commission pour la pêche. Et puis, il y a une commission, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Il y a une commission des Nations Unies pour les grands fonds marins. Oui, donc l'IFM, j'en parle juste après, bien entendu, puisque donc, là,
un des sujets, là, donc c'est... Ah, non, je ne clique pas au bon endroit, voilà. Ça y est. Un des sujets, là, donc, que Aurore, tu as introduit là, au début, ce sont les ressources minières qui commencent à intéresser beaucoup de monde. Alors, depuis assez longtemps, mais ça dépend du cours des métaux. Donc, quand le cours des métaux est trop bas, plus personne s'intéresse à ce qu'il y a au fond de l'océan. Mais là, ils sont en train de remonter. Et donc, c'est une ressource qui existe, dont on sait qu'elle existe. Alors, cette ressource minière, le fond des mers, c'est géré par effectivement une agence internationale des fonds marins. Et donc, c'est la diapo suivante, c'est la carte qui est publiée par l'AIFM, International Seabed Authority, ISA en anglais, qui donc doit régir ce qui est dans les eaux internationales. Alors, sur cette carte, vous avez toutes les zones très claires là, qui sont les zones économiques exclusives, ZEE, et autour de chaque pays a sa ZEE. Et au-delà de ça, ce sont les eaux internationales. Alors, ça s'appelle la zone avec un grand Z. Je ne plaisante pas, c'est le nom officiel. En anglais, c'est The Area avec un grand A. Donc, de A à Z. Tout est permis. Mais toutes ces zones-là, là, ici, donc, sauf quand il y a une petite île, alors la France a une grande ZEE parce qu'on a quelques petites îles là par là qui nous donnent accès à des zones économiques exclusives. Mais ce qu'on voit là-dessus, c'est que les différentes ressources minières identifiées, alors il y a des croûtes riches en cobalt, il y a des sulfures sur les sources hydrothermales dont on vient de parler, et puis il y a des nodules polymétalliques, sans doute les plus faciles à ramasser. Donc vous voyez les différentes couleurs. L'immense majorité de ces ressources minières sont dans les eaux internationales. Alors, je vais juste préciser par rapport à ce que tu as dit, Aurore, au début, c'est-à-dire que Donald Trump a signé un décret autorisant les Américains à l'exploiter cette zone-là parce qu'ils ne font pas partie de l'International Seabed Authority. Ils n'ont jamais signé. Et donc, ils ne se sentent pas liés par cette... les réglementations qui sont issues de là, et donc il a dit nous on peut y aller. C'est à nous. Mais par rapport aux navires, il me semble que c'était pas les navires américains. Alors, là, les décrets qu'il a signés, c'était pour les navires essentiellement américains dans la ZEE des États-Unis, qui est la première au monde, et dans les eaux internationales, puisque je ne reconnais pas l'autorité de l'ONU là-dessus, donc j'autorise ça. Alors, les nodules, ça ressemble à ça. Hop, voilà, c'est des espèces de pommes de terre, la taille d'une pomme de terre, noire, très riche en métaux, posées sur le fond. Donc, il n'y a qu'à les ramasser. Et alors, ce que vous voyez en bas à droite, là, c'est la petite zone Clarion-Clipperton, sans doute la zone des fonds marins la plus étudiée. Et le découpage qu'on voit là, alors je ne le grossis pas exprès, hein, c'est les autorisations d'exploration, pas d'exploitation, autorisation d'exploration attribuée à plein de pays différents, dont la France. Donc, il y a l'IFREMER qui gère pour la France une petite zone, deux petites zones là-dedans. Et donc, voilà. Donc, l'exploration sans volonté d'exploitation. Alors, pour l'instant, les seuls, donc, l'autorité internationale a accordé des concessions pour faire de l'exploration. Et elle discute depuis quelques années sur un droit minier qui permettrait de donner des concessions pour faire de l'exploitation. Ce droit minier, il n'a pas trop avancé. Il en est où actuellement? Il a avancé, mais il n'est pas encore sorti. Et il y a deux camps qui s'opposent. Il y a deux camps qui s'opposent. Alice me signale juste une question. Justement, oui. Ça rejoint, merci Kelson75, voilà, donc, sur l'exploitation et les autorisations. Donc, pour l'instant, pour ce qui concerne l'autorité internationale, il n'y a pas de concession d'exploitation. Par contre, il y a eu quelques autorisations pour faire des essais. Je vais vous montrer ça juste après, là, donc des essais. Donc, je vais vous montrer donc, sur la diapo que les industries minières, ils sont prêts. La technologie, elle est là. Il n'y a pas de souci. Et donc, pour l'instant, la plupart des pays attendent cette réglementation minière. Il y en a certains qui la souhaitent et d'autres qui disent on ne connaît pas suffisamment les fonds, il faut faire un moratoire avant d'exploiter. Il faut savoir où on les pieds, savoir quelles perturbations on va apporter. Est-ce qu'on peut le faire de façon durable? C'est un mot qu'on entend beaucoup donc avec les ODD, Objectifs de développement durable.
Donc, faire une exploitation des fonds de façon durable, on n'a pas les connaissances scientifiques encore pour le garantir ou pour le limiter de façon raisonnable. Et alors, le diapo suivant, ça doit être voilà, pour dire qu'on n'a pas assez de connaissances. Ça, c'est un article qui est sorti l'année dernière, où donc c'est une petite révolution, c'est-à-dire que l'oxygène, on pensait que c'était uniquement la photosynthèse en surface qui produisait de l'oxygène. Et là, il semble qu'au niveau des nodules, quand on met une cloche sur les nodules et qu'on mesure l'oxygène, bah, l'oxygène augmente. Alors que normalement, quand on met une cloche et qu'on enferme des organismes, ils respirent ces organismes et l'oxygène va diminuer. Là, Ça date de l'été dernier, c'est ça, ouais. Ça date de l'été dernier, l'oxygène noir, donc c'est cet oxygène qui n'est pas issu de la photosynthèse, donc de la lumière. Alors, ça, c'est une première, un premier article, le premier résultat. Ça doit être confirmé dans d'autres endroits du monde par d'autres personnes. Monsieur Andrew Sweetman, là, le collègue qui a fait ça, il souhaite y retourner avec des moyens un petit peu plus avancés pour confirmer ces choses-là. Mais ça, donc le fait que les nodules produisent de l'oxygène, alors ça semblerait être par de l'électrolyse avec du faible voltage. Alors, tout le monde dit c'est pas possible. L'électrolyse, il faut un fort voltage pour y arriver. Oui, mais ça, on disait ça de pas mal de choses en science. À chaque fois qu'en science on dit c'est pas possible, quelques années ou décennies plus tard, on trouve si, c'est possible. Le fait de produire de la matière vivante autrement que par la photosynthèse, de le faire par de la chimiosynthèse, ça a été une autre révolution en biologie. Au début du XXe siècle, tout le monde disait c'est pas possible. Voilà. Donc ça change. La science, c'est normal. On fait des découvertes, on explore et on trouve des choses nouvelles régulièrement. Alors, je vous disais que, voilà, ils sont prêts, hein, les miniers. Ils ont fait, donc, ça, c'était fin 2022, des essais grandeur réelle. Donc, grandeur réelle avec, donc, ça, c'est un aspirateur sous-marin à nodules sur chenille, là, qui va pouvoir aspirer les nodules et les faire remonter à la surface sur le bateau. Et c'était où, ça François, c'était où? Ça, c'était dans la zone de Clarion-Clipperton, là. Ah oui. Mais dans une petite zone qui est donc concédée à l'île de Nauru. Alors, l'île de Nauru, personne ne la connaît, je suppose. Donc, si quelqu'un connaît l'île de Nauru dans le public, il le dit. Mais donc, c'est un tout petit État insulaire. Et donc, The Metal Company s'est associé avec cet État pour profiter de sa zone d'exploration et faire un test d'exploitation. Un test qui a été autorisé par l'ISA, mais qui était juste un test et qui, depuis, n'a pas été reproduit. En tout cas, à ma connaissance. Donc voilà, alors, ma dernière slide, là, c'était pour passer la main un petit peu à Olivier. Je ne la vois plus. Juste avant, éventuellement, il y avait une question du chat. Pas de souci. Je l'avais pas à côté, je l'ai perdu de vue. Voilà, alors, de calcium 75, merci beaucoup pour la question. Donc la variation en termes de pourcentage et de type de métaux, oui, ça varie un petit peu suivant les océans. Dans la zone Clarion-Clipperton, c'est à peu près constant, mais dans les autres zones qui n'ont pas été encore bien explorées. Donc c'est une des raisons d'être de ces permis d'exploration, c'est justement de tester ça, donc de tester est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher ces nodules, donc quel est leur pourcentage en métaux. Pour certains métaux, c'est une ressource assez importante. Donc, c'est un argument sur lequel s'appuient les industries minières pour dire, voilà, c'est justement les métaux dont on va avoir besoin pour fabriquer des batteries et donc pour transformer, donc pour aller vers une énergie plus verte, il faut qu'on aille exploiter ces ressources. Et le problème, c'est que donc, les ressources, là, si on peut passer à la dernière diapo, je ne les ai plus sous la main. Je ne sais pas si Alice, effectivement, oui. J'ai un peu du mal à m'y habituer. La dernière diapo de François Lallier. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, je passe à la dernière. Voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est quelles sont les conséquences d'une exploitation sur les écosystèmes dont je vous ai dit qu'on en connaissait extrêmement peu. Alors, ce qui est évident, c'est qu'il va y avoir une destruction locale
Alors ça, il suffit de voir des images de mines à ciel ouvert dans les zones tropicales au Congo, choses comme ça, pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Donc, c'est certainement très important en termes de surface impactée pour les nodules, parce que c'est juste à la surface, ces petits cailloux. Et donc, il va falloir ratisser des dizaines de milliers de kilomètres carrés pour avoir quelque chose de rentable. Et donc, une exploitation comme ça va générer de la lumière, ça va générer beaucoup de bruit, vibrations et autres, échosondeurs pour localiser les différents engins. Donc, c'est une zone où il va y avoir beaucoup de bruit. Et du point de vue des écosystèmes, ce qu'on craint aussi, c'est donc le rejet des panaches. Alors, au fond, quand on va ruer la vase, on va faire un grand nuage. Et il y a aussi le rejet des boues. Une fois les nodules remontés, par un grand tuyau, là, comme on voit sur le schéma, on va pouvoir donc les tamiser et rejeter la boue qui reste en profondeur. Alors, en profondeur, tu comprends le système, c'est un aspirateur. En fait, ils aspirent tous les sédiments, et ils prennent pas les nodules un par un en les nettoyant en bas. C'est ça, ils font tout remonter au bateau. Puis après, ils recrachent. Et après, ils gardent les nodules et après, ils renvoient tout. Et du coup, ça va détruire en fait toute la colonne d'eau. En fait, hein, c'est l'impact est total sur ce coup-là. Voilà, selon la profondeur à laquelle on va rejeter ce nuage-là, ça va affecter différents types d'organismes. Mais de toute façon, des organismes qui sont habitués, c'est ce que je disais au début, que le milieu profond, c'est un milieu stable. La température varie peu. À une profondeur donnée, l'oxygène varie peu, etc. Et donc, les organismes qui vivent là, ils ne sont pas du tout habitués à un changement. Donc, si on apporte une variation, ça va leur faire très mal. Je vais m'arrêter là. Justement, au niveau de la pollution sonore... Non, en fait, il faut bien se rendre compte. Moi, c'est ce qu'a dit François. Déjà, il faut aller sur les réseaux sociaux pour aller voir des images de ce que c'est que l'exploitation minière sur Terre, pour bien se rendre compte de comment ils font, parce que c'est quand même une destruction qui est assez forte et directe. Hein. En fait, on enlève tout, quoi. Et après, quand on regarde les machines qui ont été construites, l'image qu'on a vue juste avant, c'est des moissonneuses-batteuses. Hein. C'est la dimension des engins de destruction directe. Et le fond marin, il n'est pas lisse, tu vois, c'est pas du bitume. Ça va être des choses qui vont varier plus ou moins, ce qui fait que finalement, il va y avoir quand même un impact qui va être très fort. Le truc aussi, c'est pour les nodules, en tout cas, c'est que les animaux qui vivent sur et autour des nodules ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent dans la vase qui est à côté. Ça forme deux habitats différents. On va enlever tous les cailloux. Si on enlève les cailloux, tout ce qui vit autour et sur les cailloux va disparaître et ne va jamais revenir. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est on distingue un impact direct et des impacts indirects. Les impacts directs, en fait, c'est simplement le prélèvement des fonds marins, donc des sédiments, des nodules, enfin tout ce qu'il y a, quoi. Et donc, évidemment, en même temps de l'écosystème marin. D'accord. Et puis aussi, le traitement qu'on fait, c'est-à-dire en fait ce qui va rester en suspension dans l'eau jusqu'à temps que tout redevienne normal. On ne sait pas combien de temps. Un nuage de sédiments va rester sur une colonne d'eau qui fait 3000, 4000 ou 5000 mètres de hauteur, quoi. Okay, là, on parle de kilomètres, 5 kilomètres. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est pas simplement 100 mètres ou 200 mètres. Et les trucs indirects, les impacts indirects, ça va être les infrastructures, les bateaux. Donc, du coup, ça va générer là aussi de la pollution sonore. Et puis d'ailleurs, même les moissonneuses-batteuses là, qui vont déployer, elles vont générer du bruit. Les sondeurs qui vont utiliser pour savoir où il faut aller creuser vont générer du bruit. Donc, en fait, les écosystèmes vont être impactés fort et pas en une minute. Ça va être sur la durée, quoi. Donc, si on veut tout détruire, c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. C'est la bonne méthode. Si tu veux, ça me semble être pas mal fait. Ça coûterait pas moins cher de filtrer avec des grilles au fond de l'eau, ne remonter que ce qui est nécessaire. Comme des filets. Alors, merci Calcium 75. Il y a plusieurs techniques justement pour essayer d'optimiser non pas la destruction par la destruction, mais optimiser l'aspect économique du truc. Parce que de remonter
tout un système pour après l'envoyer, ça demande beaucoup d'énergie sur le bateau qui doit aspirer cette masse de terre, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on parle plutôt de l'aspect économique du truc. Et l'aspect économique, ça serait de se dire, et alors l'aspect, ça serait de se dire, bah, si on laissait tout, la machine faire un vrai robot, faire le tri, choisir elle-même les modules, etc., mais on n'en est pas à ce niveau-là de précision, en fait. D'accord? Même si on mettait des caméras et des bras qui prendraient un nodule par nodule, ça prendrait les limites des temps et ça rajouterait le budget global de cette extraction minière. Donc, du coup, le plus simple, bah, c'est de passer un aspirateur et puis tout remonter et puis de faire les tris directement sur le bateau. C'est ce qui coûte le moins cher. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux interdire l'exploitation minière des fonds marins? Principe de précaution. Merci, Rollis. C'est actuellement la position de la France. C'est le moratoire. Ah non, non, c'est plus que le moratoire. La position de la France, c'est interdiction d'exploitation minière. Totalement. Donc ça, c'était le président Macron qui a annoncé ça en 2022 lors du sommet à Brest, là, Russian Summit à Brest. Et qu'il l'a répété ensuite. Et alors, interdiction complète, OK, ou moratoire pendant 10, 20, 30 ans, etc., de façon à ce que, pour certains trucs, on puisse savoir quelles vont être les perturbations. Donc, il faudra faire des petits tests, etc., et dire que là, franchement, on ne peut pas permettre ça, ou bien, oui, on peut le permettre. Pour les nodules, par exemple, c'est au lieu de ratisser, ce que veulent faire les compagnies minières, c'est ratisser tout dans une zone, hein, donc on ratisse tout. Si on fait juste des petites bandes et qu'on laisse suffisamment de nodules en place au fond, et puis une bande un peu plus loin, etc., les espèces qui vivent sur les nodules vont pouvoir passer d'une bande à une autre de nodules si on les laisse. Alors, on n'en est pas sûr pour l'instant, puisqu'on ne connaît pas bien ces systèmes-là. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des publications qui sont parues aussi tout récemment, qui ont retrouvé les traces. Parce que les nodules, il y avait eu une première période dans les années, fin des années 70, on disait tiens, c'est vachement bien, etc. Et après, donc, le cours des métaux avait baissé, et dans les années 70, on avait moins de préoccupations pour l'environnement, de façon générale dans la société. Hein. Oui. Et les traces de ces essais des années 70, on les retrouve, ça n'a pas bougé. Il faut savoir que les nodules, c'est des choses qui poussent en termes de centaines de milliers, voire millions d'années. Pour faire une petite pomme de terre, là, il faut cette période-là. C'est gigantesque. Donc ça s'accroît de façon millimétrique, submillimétrique même, tous les ans, etc. Donc à très petite vitesse. Alors, il y a deux infos, François, et peut-être que tu vas pouvoir confirmer. La première, ce serait qu'en fait, pour la rentabilité de ce système, il faut qu'il y ait des subventions des États qui accompagnent en fait les compagnies minières. Et la deuxième chose, c'est que avec les progrès qui sont faits sur les batteries, les nouvelles batteries en fait qui vont utiliser de moins, qui vont peut-être utiliser moins ces métaux lourds, voilà, risque à 2 ans ou 3 ans remettre un petit peu en cause cette extraction, non? Il y a cet aspect-là, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'investissement que des compagnies minières sont prêtes à faire pour aller exploiter, et l'investissement, il est considérable quand même, pour aller exploiter des choses à 4000, 5000 mètres de fond, c'est un gros investissement. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux investir ça dans le recyclage, effectivement, des métaux qu'on ne fait pas assez? Je pense qu'on ne fait largement pas assez d'efforts pour recycler ces métaux-là. Une question que j'avais autour du traité de la BPNJ. On en avait un peu parlé lors des recherches. Je me demandais si ça pouvait permettre de protéger certaines zones. Et la question est de savoir si le BBNJ va jusque au fond et surtout dans les sous-sols. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, avec les différentes conventions, etc., qui ont chacun leur petit domaine, etc. BBNJ, ça veut dire Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Donc, effectivement, c'est dans la zone, mais la zone, surtout colonne d'eau, c'est-à-dire que ça a été très orienté vers donc, les organismes qui vivent dans la colonne d'eau, à la surface, la pêche, etc., mais aussi en profondeur. Ça va jusqu'au fond, est-ce que ça va dans le sous-sol? Donc ça, c'est une question pour les juristes.
savoir où s'arrête la BBNJ et donc l'intersection avec l'autorité internationale des fonds marins. Et donc ça, c'est un problème, donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, de ces intersections entre les différentes juridictions, réglementations, etc., qui rendent cet aspect-là, cet aspect juridique assez confus pour des différentes choses. Oui, c'est clair qu'il y a un aspect juridique aussi qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué. On a parlé d'environnement, de biodiversité, d'économie. Et l'aspect juridique, je pense qu'il y a quand même maintenant pas mal d'agréments, j'allais dire, mais d'accords entre pays, justement, pour essayer de protéger la biodiversité, y compris dans les océans. Et donc, je pense qu'il y a des juges ou des avocats qui devraient se saisir, en fait, de ces accords pour intervenir et éventuellement emmener des gens devant les tribunaux. Toi, il y a des enfin, il y a des associations, il y a des NGO qui existent, comme Deep Sea Conservation, par exemple. Et eux, justement, leur but, c'est d'aller soit convaincre de ne pas faire ce type d'activité parce qu'on ne sait pas ou on n'en sait pas assez jusqu'à maintenant, soit si jamais il y a une destruction qui est reconnue alors qu'en fait il y a des accords de protection, et ben d'aller dans un tribunal pour régler l'affaire, quoi. Ce serait l'idéal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les organisations non gouvernementales qui sont en faveur de l'environnement qui peuvent embaucher des avocats, les compagnies minières aussi. Ah oui. Bien sûr. Les plaidoiristes contre les lobbyistes. Ouais, j'ai eu un petit bug de son, donc j'ai pas entendu la fin. Non, il disait que les compagnies minières ont aussi des avocats et des juristes. Ça, évidemment, ouais, ça c'est clair. Donc on a une question de Roulis. Merci. Comment on passe des recherches scientifiques à un accord international et du scientifique à la décision? Le côté politique. C'est très difficile. Alors, si je prends l'exemple du changement climatique et donc de la hausse des températures, les scientifiques le disent depuis 50 ans, et ça commence à être entendu, mais pas par tout le monde encore. Donc, ça prend beaucoup de temps, effectivement, d'arriver à convaincre. J'ai fait partie, maintenant, il y a 10 ans, 2013, 2014, ouais, c'était ça, d'une expertise déjà sur les conséquences écologiques d'une exploitation des ressources minières des grands fonds, qui avait été commandité par le ministère de la Recherche et le ministère de l'Écologie conjointement. Donc on a produit un gros rapport, on a regardé toute la littérature là-dessus, un gros rapport de 900 pages. Alors celui-là, il faut faire une synthèse de 50 pages pour la plupart des conseillers scientifiques des ministères. Et puis, il faut faire la synthèse de 8 pages pour les ministres autres, parce qu'ils ne peuvent pas lire plus que ça. Et donc, il faut faire des recommandations fortes, ce qu'on avait fait donc, il y a 10 ans. On peut penser que ça a été entendu, en tout cas par certains, puisque donc, la position actuelle de la France a été dans le sens de l'interdiction. Donc, on est parfois entendu. Pour les changements climatiques, vous savez qu'il y a le GIEC, par exemple, pour le climat, et que le GIEC répète sans cesse qu'on va dans le mur, on va dans le mur, on va dans le mur, et on continue à aller dans le mur. Donc c'est très difficile, on essaye de le faire. Je pense que ça doit passer aussi par une éducation scientifique de nos politiques. Et donc ça, on essaye de le mettre en place à l'Institut de l'Océan, par exemple, en ce qui concerne l'océan, en faisant des sessions spéciales pour des décideurs politiques, pour leur expliquer de changement climatique, par exemple, mais aussi donc l'exploitation des grands fonds ou d'autres problèmes donc, de l'océan. Donc, faire un travail pédagogique vers une cible particulière, qui ne sont pas nos étudiants, comme d'habitude, mais des gens qui sont déjà en place à des positions de décideurs. Et justement, dans quel cadre l'UNOC s'inscrit dans ça et le One Ocean Congress juste avant? L'UNOC, donc, c'est les Nations Unies, les Nations Unies qui, en tant que telles, disent bah oui, on a un problème avec l'océan, il faut qu'on préserve l'océan, etc. Donc, ils montrent, c'est très bien. Donc, on a ces conférences, c'est la 3e qui va avoir lieu à Nice, il y en a une à New York, à Lisbonne, tous les 3 ans, oui, c'est ça, 2022-2025. Donc, celle-là à Nice, on va répéter les choses et on va montrer, donc c'est le but un petit peu du congrès scientifique qui est avant, montrer les progrès qu'on a fait dans la compréhension et surtout les progrès qu'on a fait dans
la mise en évidence de problèmes. Pêche, aquaculture, climat, montée des eaux, etc., etc. Tous les sujets sont abordés et il y a des recommandations qui sont faites. Alors l'ONU, donc là c'est la conférence pour les océans. Vous savez que l'ONU s'occupe aussi de la paix dans le monde. 3 petits points. On a hâte de voir ce que ça va donner comme conférence, hein, parce C'est qu'on est sûr. toujours, un petit peu, tu vois, un peu content et un peu mécontent suivant les derniers discours qu'ils peuvent avoir après une semaine C'est ça. de discussion. Je voulais juste revenir sur un point sur la consultation scientifique. En fait, toi, par exemple, sur le bruit dans les océans, le ministère de la mer et de l'environnement, ils ont monté un collectif qui s'appelle le bruit sous-marin, où ils ont demandé à des chercheurs, à des ingénieurs, à des entreprises de venir et de discuter du bruit sous-marin et justement pour créer en fait une bibliographie et des rapports et qui sont donnés directement après au ministère. Alors là, par exemple, on a essayé d'avancer sur la notion de bruit des tankers et de la marine marchande et donc de proposer soit de changer certains éléments autour des moteurs pour les rendre un peu plus silencieux ou de l'hélice pour qu'elle soit un petit peu un rendement un peu mieux et moins de bulles, quoi. Et puis, ou alors de réduire la vitesse. Donc en fait, il y a des choses qui arrivent et après les politiques, eux, ils doivent gérer entre des connaissances qu'on peut leur donner et puis des impacts sociétaux ou économiques. Et du coup, ça prend du temps. Alors nous, on dit que les scientifiques ont c'est des délais de 3 à 5 ans, tu vois, mais pour les politiques, c'est aussi un autre calendrier, quoi. Donc ça avance particulièrement doucement, on va dire. Et justement, Et on pensait, par exemple, sur la vitesse des navires, on pensait que les Canadiens, les Américains allaient statuer plus vite que les Européens, parce qu'on avait l'impression que ce sujet était abordé assez doucement au niveau de l'Europe. Et bon, là, avec la nouvelle administration américaine, on pense que ce sujet-là va pas être une priorité tout de suite, quoi. Voilà, ça dépend en fait de la continuité de nos décisions. Mais voilà, donc les scientifiques sont quand même consultés, mais après, nous, on peut donner notre avis. On n'est probablement pas les seuls, hein. Il y a des lobbyistes qui peuvent faire un très beau travail, ou des plaidoiristes qui peuvent faire un très beau travail, je veux dire. Excuse-moi. Et après, c'est aux politiques de prendre des informations. C'est aussi ce que disait François sur le fait combien de cours il y a à l'ENA, par exemple, sur les océans, tu vois. Ça serait intéressant de savoir combien d'heures ils sont consacrés aux océans, quoi. déjà qu'il ne va pas y avoir grand-chose sur le changement climatique, alors sur l'océan. Alors, il y avait des sons que tu nous avais donnés. Oui, alors sur les cétacés. Ah oui, en fait, le truc on avait mis des hydrophones à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un lieu exceptionnel, en fait. La France a de la chance d'avoir des outre-mer superbes. Et on avait mis des hydrophones pour détecter la présence de cétacés. Et ce qui était dingue, parce qu'en fait, c'est une zone où les conditions climatiques ne forcent pas forcément à aller sur l'eau toute l'année, quoi. Et donc, on avait des informations sur la présence de cétacés plutôt en juillet-août ou septembre. Puisque j'avais le bruit en même temps que la parole d'Olivier. Voilà, et là, du coup, on a enregistré quand même le trafic maritime qui arrivait, qui sortait de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est vrai qu'on a émis notre hydrophone peut-être sur la route qui suivait, et ce qui faisait que on avait régulièrement des bateaux qui venaient nous saturer, en fait, les enregistrements. Un vrai enregistrement. Comment? Tu nous as mis un vrai enregistrement. Vas-y, go. Alors ça, c'est une baleine à bosse. En fait, j'avais deux choses à dire sur les baleines à bosse. On va l'écouter, hein. C'est Madagascar, hein. D'accord, T'as reconnu l'accent ou pas? évidemment. Ouais. On a enregistré ça avec l'association Cetamada qui fait un super travail dans l'océan Indien. Ok, alors ce qu'on peut dire sur ça, c'est que déjà il y a beaucoup d'espèces qui utilisent le son, d'accord, pour leur activité vitale, d'accord, et leur interaction sociale. Donc ça veut dire que et on sait qu'en acoustique, quand il y a une source sonore qui est beaucoup plus forte que les autres, elle va venir masquer
celles qui sont moins fortes. Donc finalement, pour des cétacés, mais il y a aussi des poissons, maintenant on sait qu'il y a pas mal de poissons, il y a des crevettes, etc. Enfin, il y a pas mal d'espèces qui utilisent le son, ce qui fait que si on rajoute une activité humaine qui a un son qui est nettement plus fort, du coup on vient gêner, voire impacter plus lourdement en fait ceux qui utilisent le son. D'accord? Alors sur ce son de Baleine à bosse, là, on va pouvoir en parler pendant 3 heures si ça vous intéresse, mais ce que je veux dire, il y a 2 choses qui sont importantes. Premièrement, c'est que quand il y a eu cette publication de 71 de Penn et McVeigh sur les chants de Baleine à bosse, ça a révolutionné en fait la bioacoustique. La bioacoustique a commencé par une chercheuse américaine avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a beaucoup travaillé sur les poissons et qui a vu en fait que les sons qu'elle enregistrait étaient intentionnels. Et ça, c'était hyper important parce que toi, si tu fais du son en tapant sur la table mais que ça n'a pas de sens ou en tout cas que ça n'a pas une intention auprès de d'autres espèces, du coup, c'est pas exactement une communication. Par contre, quand c'est intentionnel, ça l'est. Et là, elle a commencé ça. Mais il a fallu attendre 71 de cette publique qui est parue dans Science sur les chants des baleines à bosse parce que on savait pas qu'il y avait du son dans les océans et encore moins des chanteurs, quoi. Et là, ça a été un gros coup parce qu'on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on s'intéresse à ces langages. Il faut qu'on aille vers. Alors évidemment, les cétacés, c'était des bons candidats parce qu'ils sont sociaux et puis ils sont comme les mammifères, ils utilisent beaucoup les sons dans leur interaction. Et donc, du coup, on s'est dit, on va pouvoir déjà eux voir comment ils vont utiliser ces sons pour communiquer et faire des activités ensemble. Et puis après, on ira sur d'autres espèces. Là, on voit de plus en plus d'articles qui sortent, notamment sur certaines espèces de poissons et même des requins d'ailleurs qui font du son en grinçant les dents, enfin des trucs très intéressants. La deuxième chose que je voulais dire sur ces baleines à bosse, c'est que Penn et McVeigh, quand ils ont publié cet article-là, ils sont allés à l'ONU pour faire écouter à tous les représentants des différents pays les chants des baleines à bosse en disant, écoutez, voilà pourquoi, s'il fallait trouver une nouvelle raison de protéger les océans, voilà ce qui se passe dans les océans, voilà ce monde en fait que nous on connaît pas en tant qu'humains parce qu'on ne met pas la tête dans l'eau genre tous les jours, quoi. Voilà ce qu'il faut protéger, voilà ce que vous allez protéger avec vos actions. Et je pense que tu vois, en 2025, on devrait commencer l'UNOC par ça, quoi. On devrait dire, avant de commencer le moindre mot, le moindre truc, on devrait dire, écoutez, on va déjà commencer par écouter les espèces marines non humaines qui, eux, ont leur propre monde. Et puis, une fois qu'on a pris une petite demi-heure pour les entendre, vas-y, allez-y, vous pouvez commencer à débattre. J'avais une question avant que peut-être tu avais quelque chose à rajouter ? J'ai juste un truc à rajouter sur les sons parce qu'en fait on a l'impression, je veux dire, on a parlé de la destruction directe de l'écosystème, la destruction directe, je veux dire le fait qu'on va ratisser et qu'on va simplement tout raser, quoi, d'accord ? Et on peut se dire, du coup le son c'est peut-être secondaire, mais pas du tout en fait. Le son c'est primordial. L'océan c'est un grand open space en fait. Tout le monde va utiliser les sons et tout le monde va essayer de communiquer, tout le monde va faire leur vie avec les sons. Donc si vous enlevez les sons, vous enlevez les repères pour ces espèces marines. Tu vois ce que je veux dire? Et alors le truc qui va se passer, c'est que du coup, alors on a pris du temps, en fait, on parle de pollution sonore, je pense, depuis un certain temps, mais dans notre communauté, on a eu différents paliers. On parle de pollution sonore vraiment de façon sérieuse au niveau international depuis les années 2010, par exemple. Et maintenant, on arrive avec des mesures, des choses qui sont concrètes. Tu vois, et les impacts des activités humaines sur les cétacés, on les a répertoriés du simple dérangement jusqu'à l'échouage, jusqu'à la mort, quoi. Et on a donné les valeurs des intensités par grande catégorie de fréquence, évidemment, et puis par type de son. C'est-à-dire les sons, là, comme on a entendu sur le bateau, qui sont des sons continus, ou des sons d'explosion, tu vois, quand on frappe sur des pieux pour les enfoncer, par exemple, qui relèvent plus à des sons impulsionnels, ils n'ont pas les mêmes impacts, etc. Donc là, on a beaucoup avancé. Maintenant, on peut pas, une entreprise, en tous les cas, une industrie ne peut pas nous faire croire qu'elle n'est pas au courant, parce que on le sait tous. Et d'ailleurs, la France est moteur là-dessus, puisque quand on fait une activité humaine, on est obligé de demander une autorisation au ministère. Et il faut fournir un document qui explique déjà, quelle est la méthode,
Et 2, si cette méthode est impactante, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode alternative qui pourrait ne pas le faire? Et puis 3, quand elle est impactante et qu'on est obligé de le faire, bah là, on va mettre en place des dispositifs pour l'atténuer au maximum ou des observateurs pour justement dire, bon, bah là, il y a des cétacés, il faut arrêter tout ce qui se passe. On a beaucoup avancé sur les cétacés, sur les tortues, parce qu'elles sont à la surface, parce qu'on est capable de mieux les suivre, etc. Je pense qu'il faut absolument, et notamment, je pense dans les débats qui vont avoir lieu à l'UNOC, à élargir sur l'ensemble des écosystèmes, parce qu'il n'y a pas de raison de faire du spécisme en 2025. Il y a une slide qui est parlante d'Olivier, je ne sais pas si on peut la mettre. Bah oui, avec plaisir. On a dans la slide, je pense que c'est différents types de sons, non? C'est ça? C'est quoi cette Il y a slide? les deux, il y a ça. Alors vas-y. Si on continue, tu me dis. Paysage sonore. Mais je peux pas les mettre. Non, mais alors paysage sonore, très bien. Donc paysage sonore, en fait, on va avoir 3 types de sons. Là, on est en 2025, hein, je vous dis ça parce que peut-être que vous allez avoir peur. Mais on a 3 types de sons. On a les sons qui viennent de l'environnement. D'accord? Donc ça va être ce qu'on appelle la géophonie. Donc là, ça peut être la pluie. Par exemple, la pluie, tu vois, c'est quand elle tombe sur la surface de l'eau, la surface de la mer, elle fait le même bruit que lorsque tu es sous ton toit ou dans une tente, tu vois ce que je veux dire, ou saute dans ta voiture. En fait, c'est un bruit blanc qui est extrêmement fort et qui vient masquer pas mal de choses. Nous, ça nous a saturé les hydrophones qu'on avait mis à l'eau. La deuxième chose, alors après, tu as la glace qui fait des crissements qui sont juste superbes quand on est proche des pôles et qu'on voit des blocs de glace tomber dans l'eau, à part le splash, mais quand il glisse, en fait, il y a un crissement qui est juste étonnant. Voilà, des tremblements de terre, etc. Ok, après, il y a la biophonie. Donc la biophonie, c'est tous les sons du vivant. Donc c'est là où on place les cétacés, les crevettes, certains poissons. Le corail, quand il est vivant, il a une activité sonore qui est Ça assez... fait quoi comme bruit? Bah, des petits comme ça, des petits clics. D'accord? Et étonnamment, ça attire certains poissons. Il y a des poissons qui sont plus attirés vers des corails qui font du son plutôt que vers des coraux morts et qui sont sans son, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, il y a tous les sons qui relèvent des activités humaines. Alors, toutes les activités humaines font des sons, on est d'accord. Sauf que on peut donner sur l'échelle de Richter les niveaux sonores et les bandes fréquentielles. Et là, il va y avoir 4 choses qui vont impacter les écosystèmes, enfin 4 critères qui vont impacter les écosystèmes. Donc le premier, c'est le type de son, là j'ai déjà dit continu ou impulsionnel. Le deuxième, c'est l'intensité acoustique, parce que plus c'est fort, évidemment, plus ça va impacter. La troisième, c'est la bande fréquentielle, parce qu'en fait, on n'est pas tous sensibles de la même façon à la bande fréquentielle, tu vois. Et notamment, par exemple, sur les cétacés, les grandes baleines sont plutôt basse fréquence, alors que les zoononcètes, ceux qui ont des dents, par exemple, sont plutôt haute fréquence, voire très haute fréquence. Donc, on a des bandes fréquentielles un peu différentes, ce qui fait que la sensibilité auditive est différente. Et puis, le quatrième point, c'est le temps d'exposition. D'accord? C'est-à-dire que si tu fais une activité qui dure 3 mois avec un son de dingue, tu vas avoir un impact plus lourd que si tu le fais pendant 1 minute. C'est sûr. Voilà. Et donc là, cette slide, elle est super parce qu'en fait, elle donne le truc, la superposition en fait de toutes ces sources-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les océans sont bruyants. D'accord? Et moi, je vais donner là une petite conf dans la zone verte, la green zone à l'UNOC, Ah oui, je vois. justement sur la pollution sonore. Et on a le titre, ça doit être les cétacés auraient préféré le monde du silence. Tu vois le jeu de mots. Enfin, je trouve ça très bon parce qu'en fait, c'est. Bah oui, parce que finalement, on s'aperçoit que il y a un son. Et alors, évidemment, ça dépend des zones. Par exemple, quand tu es à Madagascar, tu as quand même des très bonnes conditions d'enregistrement parce que tu as très peu d'activité humaine, tu n'as pas de bateau ni rien. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est assez soft. Alors que quand tu es au large de la Réunion où tu as des activités humaines en mer qui sont importantes, et c'est peut-être très bien, hein, je sais pas, mais en tous les cas, du coup, il y a beaucoup de sons. Nous, par exemple, quand on a fait des enregistrements de chants de baleines à bosse à la Réunion, on n'a pas réussi à avoir un enregistrement sans un bateau dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, les cétacés, eux, ils sont là. Donc, a priori, ils intègrent le fait qu'il y ait du son, comme nous, quand on vit à côté du périphérique, on attend qu'on ait du son. Par contre, ça ne veut pas dire que ça les impacte pas. Le son, en fait, la pollution sonore stresse. D'accord, stresse les humains. On a des risques plus de problèmes cardiovasculaires et pour les espèces non humaines, c'est exactement pareil. Tu vois, pour les autres mammifères, c'est exactement pareil. Donc en fait, et ça a été montré chez la baleine franche, d'accord, chez la baleine franche nord-atlantique. Donc ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un impact. Après, c'est à regarder jusqu'à où on va les impacter et est-ce que l'on peut ou pas réduire ce niveau d'impact. C'est-à-dire que nous, déjà, qu'on en soit conscient, c'est-à-dire qu'on sache qu'on fait ce type de son, parce qu'en fait,
quand on discute avec des capitaines de bateau, ils savent pas du tout quel est le son qu'il y a dans l'eau. Ils entendent le son qu'il y a dans leur cabine. C'est pas la mais même manière, ouais. tu vois ce que je veux dire, mais ils n'ont aucune idée de savoir parce qu'ils ont peut-être jamais mis la tête dans l'eau. Enfin, c'est un truc de dingue. Et la deuxième chose, c'est de se dire après, une fois qu'on a cette mesure. Ok, est-ce qu'on est capable de la réduire et quel est le niveau d'impact? Et là, ça va aller. Alors là, on l'a fait pour le cétacé, ça a été publié, republié, etc. Au départ, c'était simplement des observations visuelles qui nous permettaient de donner l'impact. Et puis après, ça a été de façon récurrente. Donc, on a eu des choses beaucoup plus précises. Donc, ça peut être des changements de comportement, par exemple, arrêter des activités vitales. Ça a été fait par Charlotte Curé, par exemple, elle a fait un très beau travail avec Saint-Andrews, où en fait, ils ont diffusé des sonars, des sons de sonar, et les cachalots ont arrêté de s'alimenter, d'accord? En fait, ils étaient observés pendant un peu avant de diffuser ces sonars, ils étaient observés, on voyait les rythmes de plongée et à quelle profondeur ils allaient, et là, ils ont diffusé le sonar, et là, ils ont arrêté la plongée, ils sont montés à la surface, ils ont attendu que le sonar disparaisse pour reprendre une activité de plongée, tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a un impact direct puisqu'ils arrêtent une activité vitale. Enfin, si tu arrêtes de manger, ça veut dire que tu vas devenir plus fragile à la fin de la journée, quoi. Ok. Et donc ça, c'est les impacts directs. Et puis après, il y a des impacts qui seraient éventuellement la séparation du groupe de cétacés. D'accord? Par exemple, lorsqu'il y a du trafic maritime, c'est non seulement la pollution sonore, mais c'est aussi les risques de collision. Et donc, du coup, tu as un genre de séparation du groupe. Et puis après, ça va jusqu'aux échouages. Oui. Il y a un très beau film, si je peux faire de la pub, je sais pas, ce qui s'appelle Sonic Sea, Sonic comme le son et Sea comme la mer, qu'il faut voir parce qu'il est excellemment bien fait. Il a été réalisé après que des avocats ont traduit la US Navy, la marine américaine, au tribunal. Ils ont gagné. Et ils ont dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire un film qui présente en fait l'impact des sons, et notamment 3 types de sons qui sont les airguns pour la prospection, la géophysique et la prospection pétrolière, les sonars militaires, certains sonars militaires, pas tous, mais certains, et puis le trafic maritime. Et en fait, on a alors, il y a 90 espèces de cétacés, donc on va dire que c'est compliqué de généraliser à tous les cétacés, mais il y a des espèces qui sont particulièrement sensibles et ça va se traduire par des échouages, quoi. Et ça a été noté. Ok. Et maintenant, quand il y a par exemple, maintenant en France, en tous les cas, dans la zone économique exclusive française et qu'il y a une industrie qui veut faire une activité qui va générer du bruit, eh ben, elle va faire un bilan, d'accord? Et là, il va y avoir des mesures qui vont être indiquées en disant, bah voilà, l'outil qu'on va utiliser, il va générer tel type de son avec telle intensité, telle bande fréquentielle pendant tel temps. Et après, ça va impacter cette et cette espèce, donc il faut faire attention. Est-ce qu'on va l'utiliser ou pas? Et là, ce truc de dingue, par exemple, c'est que le CNRS a voulu faire une mission scientifique en Guadeloupe. Alors, pas de bol, ils ont choisi... Non mais, c'était le projet, c'était d'aller faire de la prospection en fait de différentes failles, des fonds marins autour dans la Caraïbe. Et là, ça semble être un peu sensible en termes de tremblements de terre, d'activité, etc. Bref, donc, on sait un peu vraiment ce qui se passe et ce qu'il y a. Donc, du coup, c'était sur le dossier, on avait l'impression que le CNRS avait envie d'en savoir un petit peu plus, et notamment sur des modèles de comment ça allait évoluer dans les 5-10 ans à venir, quoi. Donc ça avait du sens au niveau scientifique. Mais les outils qu'ils utilisaient, enfin les outils qu'ils voulaient utiliser étaient qui était fort, générait du son en fait, un peu fort, et ça dépassait les seuils de certains cétacés, quoi. Ok? Et là, pas de bol, ils ont choisi pour faire cette manip le mois de mars, qui est le pic de fréquentation des baleines à bosse. Et en plus, ça passait dans le sanctuaire des mammifères marins à Goa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on a vu le dossier, toi, on s'est dit, non mais attends, mais mars, t'as 12 mois dans l'année, quoi. Tu vois, faut venir. Bien choisir. Et là, du coup, la préfecture est intervenue et ils ont plutôt dit, ok, bon, on va pas la faire, on va voir plus tard, on va voir plus loin, quoi. Je me permets un peu de reprendre la parole parce que ça va être un peu la fin du live. Donc, et oui, le temps est passé très vite. Ah ben non. Malheureusement, oui. Alors, c'est ça, voilà, si vous avez des éléments que vous vouliez un peu mettre en avant, et nous aussi au niveau des magazines, il nous reste 5 minutes. 5-10 minutes. Je vois que je te prends au dépourvu. Non. Bah écoute, non, mais à Nice, on a une expo. Enfin, on a une expo peinture, on a une expo photo,
On a le vendredi 6 au fort. Il va y avoir une belle soirée, je pense, à partir de 18 h, avec des interventions scientifiques et puis aussi un spectacle avec des chorégraphies, avec une troupe qui s'appelle Minuit 12 qui sont juste géniales, quoi. Voilà. Et puis, ça, c'est dans l'immédiat. Et François. Oui. Et puis de mon côté, là, pour ceux qui habitent autour de Nice, là, je vous invite à venir donc soit le 6 juin, soit le 11 juin pour voir le documentaire Deep Rising, qui est exactement sur le sujet donc, de l'exploitation des nodules et du lobbying des industries minières auprès donc, de l'autorité internationale des fonds marins. Donc, Voilà, il va y avoir le 11 juin à Nice ou à Villefranche. Qui est juste à côté. Et il va y avoir aussi nous on a fait un short film, un film court qui s'appelle Anthropocie, et justement sur l'impact de l'homme sur les océans. Et donc c'est en fait c'est un mixte entre la beauté des écosystèmes, voilà les activités humaines qui se développent, parce que là en fait ce qu'on n'a pas dit encore, mais ce qu'on pourrait dire si on avait encore un peu de temps, c'est de dire que les activités humaines en mer, tous les pays souhaitent que leur activité humaine se développe. Oui. D'accord ? Moi, je pensais qu'on était au max là déjà. Mais en fait, non, quand on regarde ce que disent les différents pays, en fait, c'est de se dire, OK, bon là, maintenant, il faut qu'on ait une stratégie qui développe les activités économiques en mer. Donc, c'est intéressant. On espère qu'avec l'UNOX, ça va essayer de compenser un peu ça. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on montre, en fait, dans ce court film, pour essayer de sensibiliser sur le fait que l'environnement, c'est quand même notre priorité number one sur les océans. Ça devrait être sur toute la Terre, mais en tous les cas, sur l'océan, si on arrive à sauver 70% de notre planète, ce serait pas mal quand même. Je profite un peu des dernières minutes pour parler un peu du magazine de Science Avenir. J'en ai un peu parlé en début du live, mais du coup, Science Avenir, c'est d'abord un magazine mensuel. Le dossier de ce mois-ci, c'est Comment Sapiens a conquis le monde. Et ça sera aussi d'ailleurs l'objet du prochain live qui est tout bientôt, c'est mercredi. Il y a un article qui va un peu en parler, on en reparlera. Il y a aussi Science et Avenir, les dossiers de Science et Avenir sur la science au Moyen-Âge avec de très belles illustrations. Et enfin, la recherche qui est un MOOC trimestriel sur les trous noirs. Voilà. Je voulais juste un point. Bah déjà, c'est intéressant. Peut-être que tu vas m'offrir un. Mais non, ce que je veux dire, c'est que Sorbonne Université, en fait, mise beaucoup sur les formations. D'accord ? On a des formations très fortes au niveau licence et master sur les océans, enfin sur la mer, avec différentes disciplines. Hein. Enfin, je veux dire, on aborde toutes les disciplines. C'est pas que la biologie marine. Hein. C'est aussi de l'ingénierie, c'est aussi de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Donc, on aborde à peu près toutes les thématiques. Et on croit beaucoup, justement, à ce type de pédagogie, de formation et de recherche liée aux océans, justement, pour essayer de faire des choses intelligentes dans le futur. Donc voilà, je pense qu'on va terminer ce live. J'espère qu'il vous aura plu. Donc rendez-vous mercredi 4 juin à 17 h. C'est un peu plus tôt que d'habitude. Et puis on va se dire au revoir. Et merci encore à nos deux invités, Olivier Adam et François Lallier, d'avoir accepté de venir témoigner de vos expertises respectives. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous.